Merci de prendre le rendez-vous pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. Ainsi en a décidé les membres du gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 2 juillet 2025. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, d'autres décisions ont également meublé ce conclave gouvernemental. À suivre dans cette édition la substance des échanges. La correction des copies du baccalauréat session de juin 2025 a débuté ce lundi 28 juin et se poursuivra jusqu'au samedi 5 juillet 2025. Pour s'enquérir de l'état du déroulement de la correction, une délégation du ministère de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement supérieur s'est rendue au CEG Bégamin de Cotonou. Vous suivrez dans ce journal le compte-rendu de la visite. En sport, le Bénin se prépare activement pour effectuer ses premiers pas dans une Coupe d'Afrique des Nations de mini-football en Libye à partir du 14 juillet 2025. À quelques jours de cette joute, Germain Wanvouegbe, président de la Fédération béninoise de mini-football, se prononce sur le niveau de préparation des guépards mini-footballeurs et dévoile les objectifs du Bénin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 2 juillet 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants et approbation de ses statuts. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbeji. De la séance du Conseil des ministres, tenue ce mercredi 2 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, les décisions dont voici la teneur ont été arrêtées. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants et approbation de ses statuts. Les récentes études ont montré que le taux de couverture des besoins en viande par la production nationale est estimé à 49,3%. Ce taux, bien qu'en croissance constante ces dernières années, ne suffit pas à satisfaire la demande en protéines animales. Le déficit constaté résulte de plusieurs causes, dont la persistance de pratiques traditionnelles d'élevage, la dominance de géniteurs à faible performance, une alimentation non adaptée, mais aussi et surtout un besoin en investissement conséquent dans les techniques et outils productifs. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, le gouvernement a fait de la filière viande une priorité, avec pour ambition d'assurer la couverture sur le plan national en produits carnés à travers divers projets et programmes destinés à accroître la production locale. Cependant, la faible synergie dans la conduite des diverses actions entreprises, la lourdeur dans les pratiques administratives et l'inadaptation des procédures de passation des marchés sont quelques facteurs qui entravent l'atteinte des résultats escomptés. La création de cette agence
et l'adoption de ces statuts répondent donc à l'impératif de combler ces insuffisances. Elle a pour mission d'assurer le développement de l'élevage des ruminants, d'optimiser les ressources en améliorant l'efficacité et l'impact des interventions. Aussi, les règles administratives de gestion seront-elles simplifiées ainsi que celles relatives aux passations des marchés publics. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront les dispositions nécessaires pour en assurer l'opérationnalisation. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. Le présent projet découle de l'évaluation de la loi-cadre sur l'environnement. Elle en a révélé les limites, s'agissant notamment de son contenu jugé restrictif et l'encadrement des pollutions. L'optimisation de la gestion de certains compartiments de l'environnement était devenue nécessaire, de même que le renforcement des sanctions qu'encourent les contrevenants. L'évidence de la relecture de cette loi tient également du fait qu'après plus de 2 décennies d'application, les préoccupations environnementales ont largement évolué, suggérant une actualisation du socle législatif pour une meilleure prise en charge de celle-ci. Le présent texte est issu d'une démarche participative qui a regroupé les principaux acteurs du domaine, mais aussi d'intervenants multisectoriels. Les innovations introduites sont relatives notamment à la définition des concepts nouveaux et importants liés à l'environnement, la prise en compte de l'économie verte, des changements climatiques, des produits chimiques dont le mercure, des produits dangereux tels que ceux provenant d'équipements électriques et électroniques. L'implication plus marquée des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile dans le cadre institutionnel de gestion de l'environnement au Bénin. L'intégration de nouvelles dispositions relatives à la gestion des déchets dangereux. Les installations classées pour la protection de l'environnement. L'institution d'un système d'évaluation de gaz à effet de serre et la responsabilité sociétale des entreprises. Les ministres chargés de l'environnement et de la législation assureront le suivi en vue de l'aboutissement de la procédure législative. Parlons toujours du Conseil des ministres. Dans le registre des communications, le gouvernement a procédé à la mission de contrôle technique pour 2 projets de programme d'action du gouvernement. On note également l'approbation de la stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises 2025-2029. Les précisions toujours avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique pour 2 projets du programme d'action du gouvernement. En vue de favoriser l'exécution imminente de ces projets, en conformité avec les cahiers des charges, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets expérimentés aux fins d'assurer le contrôle technique et garantir la qualité des ouvrages à réaliser. Les projets concernés sont la construction de l'école de mode et des beaux-arts, le siège des institutions de régulation. Les ministres chargés de ces dossiers accompliront toutes les diligences requises à cette fin. En point 2, approbation de la stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises 2025-2029. Le gouvernement avait approuvé le 28 mai 2025 la politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la décade 2025-2034. Celle-ci a pour objectif de faciliter leur croissance dans des conditions optimales. C'est dans le but d'en faciliter la mise en œuvre que la présente stratégie a été élaborée pour la période 2025-2029. Elle vise à éliminer les obstacles actuels et à bâtir un écosystème propice à l'émergence de micro, petites et moyennes entreprises béninoises dynamiques, compétitives et résilientes. Par ailleurs, l'exécution de son plan d'action facilitera le suivi de toutes les interventions en faveur de ces catégories d'entreprises et permettra de tenir compte des mutations socio-économiques afin de mieux répondre aux nouveaux défis qu'elles rencontrent. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi prendra, en collaboration avec les autres ministres concernés,
les dispositions pour la mise en œuvre efficace des grandes orientations et actions retenues à cet effet. 1.3. Travaux de reconstruction du stade René Pleven. Au nombre des projets d'infrastructures sportives modernes, adaptés pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, en particulier chez les jeunes, figure celui de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Sont pris en compte dans ce cadre des aménagements prévus, le terrain principal de football à refaire en gazon synthétique de 45 mm de qualité FIFA Quality Pro, le terrain d'entraînement en terre, les terrains de handball, basketball, volleyball et tennis, tous avec un revêtement du sol sportif en polyuréthane. Les tribunes, clôtures et guérites, bâtiments connexes, canopées, élytrage, piscine, VRD, aménagements paysagers, châteaux d'eau et forages. Les diligences appropriées devront être accomplies par les ministres impliqués en vue de la signature du contrat de marché avec l'entreprise retenue et du suivi des travaux à réaliser dans les délais prescrits. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la correction des copies du baccalauréat session de juin 2025 a débuté ce lundi 28 juin et se poursuivra jusqu'au samedi 5 juillet 2025. Pour s'enquérir de l'état du déroulement de la correction, une délégation du ministère de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement supérieur s'est rendue au collège d'enseignement général Begama de Cotonou. Au terme de cette visite, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yaïla Dekan se dit satisfaite du bon déroulement des propos recueillis par Komlan Quentin Amoussou. Dans les 10 centres de correction et de supervision sur le plan national, nous pouvons dire que globalement, la situation est bel et bien sous contrôle. Ces corrections vont se poursuivre jusqu'à demain pour certaines matières et jusqu'à samedi pour d'autres. Et ainsi, après cette étape de correction globalement, les travaux de secrétariat vont être enclenchés et suivi de la saisie des notes. Et globalement, d'ici une semaine, à pareil moment, le mercredi prochain, on devrait pouvoir être en phase de délibération, la première délibération. Donc pour dire aux parents qui n'ont pas travaillé inutilement, les candidats ont fait vraiment de leur mieux. C'est en train d'être constaté sur les copies. Les différents acteurs, correcteurs, superviseurs, tout ce monde-là a également fait un bon travail. Nous espérons que cela se poursuivra sereinement comme ça jusqu'à la fin. Et nous vous disons que mercredi prochain, ce serait la bonne nouvelle pour tout le système. On poursuit cette édition. L'année 2026 marquera un tournant historique pour le Bénin. Pour la première fois, le pays organisera les élections générales, fruit des réformes politiques récentes. En janvier, les électeurs choisiront en une seule journée leurs conseillers communaux, maires et délégués de quartiers et villages. 3 mois plus tard, précisément en avril, le scrutin présidentiel viendra clore le grand rendez-vous électoral. Mais à moins d'un an des élections, les certitudes planent, peu de candidatures officielles, peu de visages connus. Quelle lecture font les citoyens béninois de cette nouvelle configuration? Romaric Djessogobenu est allé recueillir l'avis de quelques-uns. On regarde. Ça nous a épaillé des candidatures fantaisistes qu'on voit à l'approche des élections. Et ça nous a permis de conscientiser l'administration béninoise. C'est-à-dire, à l'approche des élections, tout le monde déserte l'administration. Et quand tu vas dans un bureau, et bien que ce que tu veux faire, ce que la pièce ou quelque chose que tu veux dans les administrations, bien que c'est important pour toi, on te dit que non, il s'est levé. Il laisse le travail et pour s'occuper du terrain. Alors que le président, notre président de la République, bien qu'il soit au pouvoir et qu'il est politique, nous voyons comment, jusqu'à quelques mois des élections, nous voyons comment il ne se lasse pas, il continue de lancer les travaux. Il fait les choses, on ne sent même pas que c'est un président qui
qui s'en va. C'est ça qui amène d'autres à dire que est-ce qu'il va partir. Et il ne fait que montrer aux gens au jour le jour que lui, il est partant. Et pourtant, les gens ne croient pas. Ça nous a amené beaucoup de choses. Ça a fait que l'argent des mécènes, c'est-à-dire les gens qui ont un peu d'argent, au lieu de s'occuper d'autres choses, ils amènent l'argent dans la politique parce qu'ils savent que quand ils vont amener l'argent, que ce n'est plus, en ce moment-là, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des individus. Ils amènent l'argent pour corrompre des gens et pour se porter candidat. Avant, même en 2 ans des élections, il y a des gens qui se prononcent. Qui va commencer par voir, ils vont partager les prospectus, les habits, l'argent va commencer par circuler dans le pays. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ils ont voté une loi, et c'est la loi qui parle maintenant que 6 mois avant les élections. Nous, on est au-dessus de la loi, on doit respecter la loi. Mais selon nous-mêmes, ça ne nous arrange pas dans le pays. Parce que c'est pour la première fois qu'on est en train de vivre ça. Ça ne nous arrange pas. Les partis politiques travaillent, leur staff travaille. Donc ils sont en train de présenter, de préparer déjà les candidatures. Donc ce qu'on observait avant, c'est un peu changé. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Puisque avant, en réalité, les présidents ne faisaient pas 10 ans. Ils font à peine 9 ans au pouvoir. Et la dernière année, on prend ça là pour la politique. Donc pour cette fois-ci, le président Talon, son excellence, le président Talon, lui, il a dit non. Donc c'est sa vision à lui. On va voir maintenant peut-être au finish, qu'est-ce que le pays en tire comme bénéfice. Au moins l'administration travaille. Tous les secteurs travaillent. Si tu veux faire la politique, tu fais la politique après. Donc comme il venait de dire par rapport au calendrier de la Sénat, on a dit d'attendre d'abord en octobre pour qu'on ait les évolutions, les meetings, les réunions, les ceci, là. Donc attendons pour voir. Il y a dans le week-end, mais rentrer dans les staffs là, il y a leurs réunions, ils se réunissent et ils se parlent. Il y a toutes les stratégies. Il y a actuellement, vous voyez ce que nous on assiste actuellement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement politique. Vous voyez les débauches, non? Il y a les démissions et les nouveaux adhérents. Donc vraiment au niveau politique, là, c'est seulement au niveau de la population qu'on ne sent pas l'effervescence ou bien le goût de se lancer dans la politique. Ce que nous souhaitons, c'est que beaucoup de gens vont se prononcer. Beaucoup de gens que nous allons les reconnaître. Savoir celui que nous voulons apporter, celui qui va nous diriger à partir de 2026. On va le connaître davantage. Et dans tout ça là, bon, tout le monde, hein, les enfants, les élèves, surtout nous sommes à la fin des rentrées maintenant. Il y a les tournois qui vont commencer. Ceux-là, ils vont commencer par circuler, organiser des tournois dans les villages. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça agit sur nous, les populations à la base. Ça agit sur nous. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chantiers qui se lancent. C'est comme s'il veut finir les 10 ans résolument au pouvoir. Donc, on va lui concéder ça. Si c'est bon, prochainement, nous allons demander à son successeur aussi d'adopter de pareilles choses-là. Sinon, voilà qu'il y a aussi les élections générales. On ne peut pas dire chaque année, 2 ans, faire élection et ne pas travailler. Donc, moi, je trouve que cette option, c'est bon. Maintenant, attendons octobre. Si en octobre, on ne nous permet pas pour encore aller se lancer là, ça deviendra autre chose. Là, on va voir que ce n'est plus alors le travail ou bien travailler qui interdit ça. Donc peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. Dans le reste de l'actualité, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC fait un appel à l'ordre aux promoteurs de médicaments auprès des populations. Ceci à travers un communiqué rappelant l'interdiction stricte de toute promotion de médicaments auprès du grand public. Cette mise au point publiée le 27 mai dernier s'appuie sur le décret 2004-1297 du 6 novembre 2024. L'article 37 précise que la promotion portant sur tout médicament auprès du grand public est interdite. L'interdiction concerne non seulement les produits pharmaceutiques, mais aussi les produits de la pharmacopée, les produits et pratiques des
tradipraticiens destinés au traitement des maladies et les pratiques spirituelles de guérison. La HAC insiste sur le fait que cette mesure vise à protéger les citoyens contre les messages susceptibles de les induire en erreur sur l'efficacité ou l'innocuité de certains traitements. L'autorité de régulation dans les médias rappelle également que la diffusion des cultes religieux dans les médias reste autorisée, mais précise qu'il demeure interdit les émissions qui, sous couvert d'ésotérisme ou de spiritualisme, constituent des tribunes de publicité subjective pour leurs animateurs en ce qui concerne leur capacité de guérison. Dans un autre registre, la deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation, en abrégé PAC 2, a été officiellement lancée ce mardi 1er juillet 2025. Fruit du partenariat entre la coopération suisse, l'UNICEF, la Fondation Graines de Paix et les ministères des enseignements maternels primaires et des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Ce programme vise à améliorer la qualité de l'éducation dans 6 départements du Bénin. Agneldo pour le reportage. Au nom de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, je déclare officiellement lancées les activités de la phase 2 du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC 2. Lancement officiel de la deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC 2, financé par la coopération suisse avec ses partenaires, l'UNICEF et la Fondation Graines de Paix. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'éducation et les résultats de l'apprentissage au niveau de la formation à la base au Bénin, un secteur clé pour la coopération suisse. L'éducation est pour la Suisse non seulement un droit fondamental, mais un levier majeur de transformation sociale, économique, politique. Elle est aussi un investissement stratégique dans la justice et l'inclusion et pour la paix. C'est donc dans cet esprit que nous poursuivons ce partenariat pour consolider les acquis de la première phase du PAC, une phase qui avait permis de toucher entre 2019 et 2024 un total de plus de 2 millions d'élèves, dont 50% de filles, répartis dans 1820 établissements scolaires des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora, de l'Atlantique et du Zou. Le PAC 2, qui fait suite au 1, organisé en étroite collaboration avec le ministère des enseignements maternels et primaires et le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, est prévu pour durer de 2024 à 2028 et va intervenir dans 6 départements, à savoir le Borgou, la Liborie, la Takora, la Donga, le Zou et le Koufo. Cette phase vient confirmer les acquis de la première phase. Les résultats produits dans la trajectoire de l'accompagnement de notre État sont perceptibles et impressionnants. Que CPTF trouve ici la marque de la profonde gratitude du ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation. La phase 2 du PAC s'inscrit dans la continuité de ces acquis avec des ambitions encore plus affirmées. À travers ces objectifs qui sont clairement exprimés, des résultats durables sont attendus, à savoir consolider les compétences pédagogiques dans plus de 3640 écoles de la zone d'intervention, offrir un environnement scolaire protecteur, sécurisant et sécurisé, garantissant un accès équitable à l'éducation de tous les enfants. Pour cette phase du programme d'appui, les ambitions sont grandes avec plusieurs innovations. À la phase 2, nous ambitionnons d'impacter 1 741 000 élèves âgés de 5 à 18 ans, dont au moins 50% de filles, y compris les enfants en situation de handicap et de vulnérabilité, de toucher aussi 39 500 enseignantes et enseignants du primaire
de former 600 conseillers, conseillères pédagogiques, inspecteurs et inspectrices du primaire et du secondaire. Il y a aussi comme innovation le renforcement de la prévention des conflits et de la réponse éducative en contexte d'urgence. Il y a l'appui direct au ministère de l'Éducation pour un pilotage plus efficace et l'institutionnalisation des approches de la phase 1 avec la coordination ministérielle. Comme autre innovation, nous avons l'intégration des dimensions de genre, d'inclusion sociale, d'éducation à la paix. Et enfin, l'adoption d'une approche multi-acteurs pour la qualité des apprentissages et l'éducation à la paix. Des présentations ont permis de comprendre les différents axes de ce programme. Le PAC 2 s'est donc activé pour le mieux-être de l'éducation au Bénin. On poursuit cette édition dans le quartier Vossa de Cotonou. Le centre Yavo a abrité la 4e édition des trophées Yavo le samedi 28 juin dernier, une initiative de l'association du même nom. Carles Kitome a été témoin de cette soirée de récompense. Suivez son récit. Vive la Aziza. Merci. Merci, on la raccompagne. Catégorie All musique. Je remercie infiniment mon élève Rodolfo Tumba. Hommage, gratitude, prestations et engagement ont plané sur la 4e édition des trophées Yavo. Mesdames et messieurs, ce prix est un piège pour moi. Et ce prix nous amène à faire beaucoup mieux, à davantage nous prendre au sérieux, à relever de grands défis et à laisser un gros héritage à la postérité. Ce que nous avons de plus cher, c'est notre culture. Et dommage, les acteurs de ce secteur ne sont pas bien logés. Et des initiatives pareilles sont encouragées parce que moralement, ça requinque. Ça donne du baume au cœur, ça donne envie de continuer de poursuivre malgré que on n'est pas très nantis dans ce que nous faisons. Rodolfo, en le faisant ainsi, a très bien vu et a très bien fait. Rodolphe Adandédian, le promoteur des trophées Yavo, a initié ces distinctions pour corriger le tort qui est fait aux artistes et hommes de médias. L'animation, le journalisme, j'aime tellement cette corporation. C'est la raison d'ailleurs qui m'a poussé. C'est la première raison. Donc j'ai fait beaucoup pour le Bénin, mais je n'ai jamais vu personne appeler Rodolfo. Rodolfo, viens, je vais te donner un trophée. J'ai eu cette chance de quitter ce pays et aller me chercher ailleurs. C'est la raison pour laquelle je me suis dit désormais, je vais décorer tout artiste qui font la promotion de ce pays, qui font la promotion de la musique béninoise à travers le Bénin, à travers sur le plan international également. C'est la raison. Les journalistes, dans le secteur leadership également, nous avons décoré certaines personnes. Cette édition des trophées Yavo a eu pour cadre le Centre Yavo, un établissement dédié à la promotion de l'art dans un quartier populeux. Et puis on parle sport dans cette édition. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Le Bénin se prépare activement pour effectuer ses premiers pas dans une Coupe d'Afrique des Nations de mini-football en Libye à partir du 14 juillet 2025. À quelques jours de cette joute, Germain Wonvouegbe, président de la Fédération béninoise de mini-football, fait le point sur les préparatifs des guépards mini-footballeurs et dévoile les objectifs du Bénin. Suivons ensemble. Ces 15 joueurs ont commencé la préparation proprement dite depuis environ 2 mois et demi. Et du coup, cette préparation se passe avec une planification faite par les entraîneurs. Effectivement, le calendrier se déroule normalement. Il y a eu 3 matchs amicaux, il y a 2 victoires et une défaite.
Ensuite, il y aura bientôt le vendredi prochain, dans quelques jours, également un 4e match amical à René Pleven, à Papa, contre également une équipe compétitive. Voilà, donc les séances d'entraînement, les séances de préparation se poursuivent normalement à la plage, comme sur le terrain, dans les conditions possibles pour avoir une équipe compétitive. La CAN de mini-foot, c'est une grande CAN et 16 pays africains prennent part à cette CAN. Et du coup, le groupe dans lequel le Bénin est logé, c'est un groupe fort, c'est un groupe très fort. Et du coup, nous devons rassurer non seulement le peuple béninois, notre pays, le Bénin, les amis mini-footballeurs, que nous sommes capables de relever le défi. Voilà pourquoi les sélectionneurs, le staff technique continue par travailler pour qu'on puisse réellement sortir tête haute. Nous, c'est la première participation. Vous voyez, il y a des pays qui ont commencé avec nous, avant nous, mais aujourd'hui, nous sommes capables de montrer de quoi nous sommes. Nous sommes capables de montrer ce que nous avons pu faire pendant toute cette préparation. Nous devons atteindre la phase de demi-finale. Et pour atteindre cet objectif, il va falloir travailler et encore travailler pour atteindre cet objectif. Donc, nos attentes, sans vous mentir, le comité exécutif rêve de voir les Guépards de mini-football à la finale. Nous rêvons d'aller à la finale et je crois que notre rêve sera réalisé. Dans le même registre, le président Wanvouegbe et ses collègues rêvent grand donc pour la première participation à la CAN de mini-football. Pour relever ce défi, il va falloir mettre les Guépards mini-footballeurs dans des conditions optimales de performance, ce qui nécessite la mobilisation des ressources financières, notamment l'accompagnement du gouvernement béninois. Toutes les disciplines sportives sont soutenues par le gouvernement. Le chef de l'État a martelé, a pris le sport, surtout le football, comme un levier de développement dans notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs toutes les fédérations sont accompagnées, sont soutenues dans leurs activités quotidiennes. Nous, dans le cas d'espèce, nous devons quand même démontrer au gouvernement, à notre ministère, le ministère des Sports, que nous pouvons faire des efforts dans ce domaine. Après, le gouvernement constate, le gouvernement peut nous accompagner. Donc, ces efforts sont faits par la Fédération béninoise de mini-football pour cette participation. Nous sommes en train de nous organiser pour être présents. Et si tout le monde devrait attendre le gouvernement, le ministère, avant de rendre possible les projets, de concrétiser les projets, ça, je crois que ça ne va pas décoller. Il faut s'y mettre, il faut se consacrer, il faut faire des efforts personnels. Et après, le gouvernement vient en appui, le ministère vient en appui. Ça, c'est notre slogan. Ça, c'est ce que nous avons compris. Nous passons par le canal d'ailleurs, votre canal, pour lancer un appel à tous les amis, du Curon, à tous des personnes de bonne volonté, pourquoi pas des structures, des sociétés qui accompagnent le sport dans notre pays, que nous sommes disponibles à échanger avec eux pour avoir de leur soutien. Il s'agit du Bénin et nous tous, nous devons accompagner cette dynamique du chef de l'État, du gouvernement, pour que notre pays soit au rendez-vous de toutes les compétitions.
Parlons toujours sport. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, a effectué ce mercredi 2 juillet 2025 une visite de terrain au centre d'excellence de football des filles à Lokossa. Accompagné des membres du comité exécutif, il a noté une amélioration globale, mais a déploré un retard dans le calendrier. Le taux d'avancement global est de 34,56% avec des écarts entre les lots, soit 25,04% pour les GML Elite Group, lot 1, 46,32% pour Sogec, lot 2 et 32,32% pour Fadil SA, lot 3. Face à cette situation, Mathurin Deschacus a exigé un renforcement des équipes et un suivi rigoureux des travaux de jour comme de nuit. Et peu hors de nos frontières à présent au Sénégal, la Cour suprême a confirmé ce mardi 1er juillet la condamnation du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko pour diffamation contre l'ex-ministre du Tourisme sénégalais Mame Mbaye Niang. Pour rappel, les faits se sont déroulés au moment où l'actuel Premier ministre était encore dans l'opposition. La Cour a rejeté la requête des avocats d'Ousmane Sonko qui demandaient le renvoi du dossier qui l'oppose à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang devant la Cour constitutionnelle afin d'examiner la conformité d'un des articles du Code pénal ayant permis la condamnation de leur client en appel. En conséquence, la Cour suprême confirme la régularité de la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation et l'obligation de payer une amende de 200 millions de francs CFA à l'ancien ministre du Tourisme. Par cette nouvelle confirmation, mardi, Ousmane Sonko ne redevient pourtant pas inéligible car cette condamnation tombe sur le coup de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 et amendée par la nouvelle majorité en avril 2025. Cette loi d'amnistie qui a permis à Ousmane Sonko de voter et de se présenter aux législatives en novembre 2024 concerne tous les faits susceptibles de revertir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, ce qui en est le cas de cette condamnation pour diffamation selon les avocats. Et donc, seul reste l'obligation de payer l'amende de 200 millions de francs CFA pour diffamation. Toutefois, les avocats comptent saisir le ministre de la Justice pour demander la révision du procès. Direction le Soudan à présent, alors que les 2/3 de la population ont besoin d'une aide humanitaire, la famine risque désormais de toucher les habitants du pays qui ont fui à l'étranger. Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins, notamment l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Ils accueillent près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial, en abrégé PAM, n'arrive plus à suivre. Au Tchad, le PAM, justement, avait multiplié par 4 la capacité de ses entrepôts pour subvenir aux besoins des Soudanais. Mais l'argent devient un problème. Selon les informations, un financement de 200 millions de dollars suffirait pourtant à financer les opérations du PAM dans les pays voisins du Soudan pour les 6 prochains mois. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À vendredi prochain pour le même exercice.